Hello, c'est Alors, Jade attends, pour... attends. Oh bah merde. Vraiment, attends 5 secondes. Hello, c'est Jade pour tes Sorbonne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast pour... Voilà, merde, c'était quoi déjà le titre? C'est quoi ton livre? Ok. Hello, c'est Jade pour Télé Sorbonne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast C'est quoi ton livre de l'été avec Jeanne, Bonjour. Lila Salut. et Angèle. Coucou. Voilà, du coup, avec cette grisaille, on espère que ce petit podcast vous rappellera l'été et vos lectures de l'été. Jeanne, tu veux commencer? Yes. Moi, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de mon coup de cœur un peu de l'été. Bien sûr que les poissons ont froid, par Fanny Rouette, qui est une humoriste belge qui a écrit son... Il me semble que c'est son premier ou deuxième livre, mais il est très très bien. Et j'en avais entendu parler via genre un conte un peu, genre... Enfin, je sais pas comment dire, mais une influenceuse culturelle. Genre... Oui, il y en a pas mal maintenant. Ouais. J'adore ces contes-là, c'est mon obsession. Et du coup, je suis tombée sur la story d'un de ces contes-là qui parlait de ce livre. Et genre, j'ai vraiment juste vu la couve et j'étais genre, ça me parle un peu, ok, j'aime bien la vibe. Et le titre est un peu funky, du coup, j'ai kiffé. Et du coup, je l'ai acheté, je l'ai lu cet été et c'était le moment parfait pour le lire. Donc, je suis contente d'en parler aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu as ressenti un peu en lisant ce livre et pourquoi est-ce que tu penses que l'été, ça a apporté un petit truc en plus dans ta lecture? Le fait que ce soit l'été. Bizarrement, ça se passe pas du tout en été, enfin, dans l'histoire. C'est l'histoire de Ali qui, en gros, travaille dans une boîte de... Elle fait des piges un peu en journalisme, quoi. Et elle se fait vraiment chier dans son taf. Genre, elle déteste son taf, elle trouve des moyens de travailler le moins possible. Des fois, elle dit qu'elle va faire des reportages à des endroits où elle va pas. Enfin. Et il s'avère qu'elle se rappelle, enfin, je crois qu'elle tombe sur une lettre ou un truc comme ça, je me rappelle plus très bien. Elle se rappelle qu'il y a genre 15 ans, elle avait eu une correspondance via MSN avec un mec sur Internet. Et qu'en fait, ils avaient vraiment genre parlé non-stop, enfin, ils se parlaient vraiment régulièrement tous les soirs, il y avait vraiment un lien qui s'était créé, etc., avec cette personne-là, qui s'appelle Nour. Et du coup, c'est un peu l'histoire de elle qui se remémore ce moment-là et qui, en fait, se rend compte que ça fait 15 ans qu'elle n'a pas de nouvelles de ce mec-là. Et qu'en fait, bah, concrètement, ils étaient pas... Enfin, c'était pas une relation amoureuse, mais en même temps, c'était clairement ambigu. Donc, c'était un peu particulier parce que c'était une génération... Bah, elle l'a jamais vu en vrai. Donc, à la fois, ça peut être totalement un cas de fiche, mais voilà. Et en fait, du coup, c'est un peu tous ces questionnements-là de est-ce que cette personne est réelle, qu'est-ce que ça veut dire d'elle si cette personne n'est pas réelle ou au contraire qu'elle l'est, et ainsi de suite. Et on divague un peu, enfin, on traverse un peu tous les états d'âme de Ali à travers cette recherche-là. Enfin, je sais pas comment dire, mais cette recherche de Nour, au final, en fait, on se rend très vite compte que c'est une recherche plutôt d'elle-même et qu'en fait, elle a besoin de réponses sur sa propre personnalité, sur qui elle est, sur quels sont ses besoins. C'est une histoire très très passionnante et en même temps un peu chill, donc ça fait du bien. Ouais, l'été, c'est sympa ça. Mais du coup, pour dire pourquoi est-ce que je l'ai lu cet été et qu'est-ce que ça m'a fait ressentir, en fait, moi j'ai un peu un ras-le-bol de la lecture en général il y a genre 2 ans. Genre, ça fait quasiment 2 ans que j'ai pas lu vraiment un livre avant cet été. Et parce qu'en fait, j'ai commencé à me politiser vers la fin du lycée et enfin vraiment vraiment me politiser. Et du coup, j'ai commencé à me dire, il faut que je lis des big essais féministes, il faut que je commence à genre rendre la lecture utile et tout ça. Et du coup, j'ai enchaîné des lectures qui étaient très intéressantes, mais très très théoriques et pleines de concepts très denses. Et du coup, en fait, ça m'a un peu créé un dégoût de la lecture parce que j'étais genre, en fait, là, actuellement, j'en peux plus, j'arrive plus à prendre le plaisir de lire, quoi. Et du coup, j'ai arrêté de lire. Et en fait, là, j'ai un peu essayé de retrouver au fur et à mesure, enfin, de tomber sur des livres qui vraiment me donnaient envie et vraiment me faisaient kiffer. Et du coup, genre, j'ai essayé aussi de faire ça à mon rythme pour éviter genre, de me relancer dedans directement et de finir par me casser la gueule, en fait. Du coup, j'ai essayé de prendre des histoires un peu chill, donc comme celle-là, en vrai. Et, euh, et du coup, je me suis dit aussi que l'été, en vrai, on va pas se mentir, c'est un peu le meilleur moment pour lire des bouquins sur la plage et tout ça. Donc pour moi, c'était un peu le bon timing pour ça. Et c'était un peu une histoire confortable pour re-rentrer dans la littérature, on va dire. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu abordes vis-à-vis de la lecture parce que j'ai eu le même truc, je sais pas vous, Angèle et Lila,
Mais il y a une période où je me forçais à lire tous les classiques parce que je me disais, ouais, il faut absolument que je lise ça, etc. Et d'ailleurs, cet été, j'ai lu 2 livres et j'ai décidé de présenter Le Petit Prince plutôt que 1984 parce que justement, 1984 de George Orwell, c'est très dans cette idée de oui, je veux me cultiver, c'est très intéressant à lire, certes, mais c'est beaucoup moins fun à lire que Le Petit Prince. Et je pense que du coup, Jeanne, c'est trop cool que tu aies repris un peu la lecture avec des lectures un peu plus chill et qui finalement la lecture c'est fait pour ça, c'est fait pour se divertir, pour passer un bon moment. Et je pense pas que lire constamment des essais féministes, etc., ça donne ce goût de la lecture qui est si doux, on va dire. Et puis je suis complètement d'accord avec ce que tu disais par rapport à la, la culpabilité un peu de pas lire des choses Ouais. utiles. Ah, totalement. Et je trouve que l'été, c'est vraiment le bon moment pour se dire. Enfin, c'est beaucoup plus chill. Tu peux choisir des lectures qui sont beaucoup moins théoriques, comme tu le disais. Et je trouve ça super. Et c'est pour ça, là, du coup, le livre dont je vais parler tout à l'heure, je l'avais commencé un peu dans l'idée de me dire ok, je vais être tellement intelligente à la rentrée, je vais lire que des livres trop smart. Et en fait, je l'ai adoré et c'est pour ça que Ouais. j'en parle. Mais effectivement, je vois complètement ce que vous voulez dire. Et pour ça aussi, je pense que les lectures d'été, c'est un peu les meilleures dans le sens où tu te fais vraiment plaisir et tu peux vraiment choisir des livres qui te représentent. En fait, pour moi, c'est le même effet que les rom-coms en automne, tu vois. Ouais. Ah C'est genre le truc où ouais, tu te mets dans totalement. un plaid et t'es genre. Avec au bord d'un petit Petite tisane feu, et avec café. ton petit chocolat chaud. Et bah là, ton c'est livre. ça, c'est genre maillot de bain, Trop cool. lunettes de soleil, tranquille. Mais genre, j'ai pas, crêpes sur la plage. Genre, moi Ah, j'étais en crêpes sur la plage. Bretagne, crêpes sur la crêpes, caramel beurre salé avec un bouquin. Ça fait my trop du bien. Totalement. Et Bref. toi, Lila, c'est quoi ton rapport à la lecture l'été? Je vois plus ça comme un moment pour se recentrer sur soi-même et sur ses goûts, puisque surtout en licence, perso, on a des livres imposés à lire, donc c'est chiant. Et là, pouvoir choisir ses propres livres, être en mode ok, bah, je vais lire telle ou telle chose qui sont pas forcément en lien avec ton programme. Perso, le livre que j'ai choisi, c'est pas un livre tout léger, tout sympatoche à lire, mais ça fait du bien d'avoir des livres aussi que tu puisses choisir et que tu vas aimer, et que tu es en mode ok, lui c'est mon gars sûr. Et ouais, et j'ai plus ce lien-là où tu vas prendre le temps de lire un livre, de l'apprécier plutôt que d'avoir une contrainte. Ouais, c'est genre un truc où tu es en osmose un peu, genre c'est réellement ce truc confortable plus que ouais, c'est chiant. Ouais. Je pense le mot parfait pour définir ça, c'est le mot confort en fait. Il y a une forme de confort, tu te confortes dans ce que tu fais et tu es dans un moment de l'année où aussi genre c'est super chouette qui est aussi confortable et tout ça rend une lecture beaucoup plus agréable. Totalement. Et est-ce que tu veux nous présenter ton livre, Lila? Ok. Du coup, le livre que j'ai choisi et que j'ai lu cet été, il s'appelle Mongo de Douglas Stuart, qui avait fait un autre livre avant qui s'appelait Shuggy Baines, qui parle d'une relation entre un garçon et sa maman. Et ce livre-ci, en fait, c'est ma maman qui l'avait acheté, mais elle n'a pas aimé. Et j'avais vu quelqu'un en parler et genre ça faisait sa liste de livres que la personne avait adoré. Et dedans, il y avait le Chardonneret de Donna Tartt que j'avais lu un an plus tôt et que j'avais adoré, vraiment incroyable. Et quand j'ai vu ce livre dans la liste et comme je l'avais, je me suis fait « Ok, on va le lire !» Et je l'ai lu et une claque monumentale. Il est incroyable. Donc ça suit la vie de Mango, enfin sa jeunesse plutôt, à un moment de sa vie où ça commence par lui qui est amené pour faire du camping avec 2 hommes. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, ça retrace comment il en est arrivé là. Et il y a beaucoup de traits très importants et de thématiques très importantes abordées. Il y a l'homosexualité. On est dans les années 90 et il y a tout un conflit aussi politique et religieux. Je reprends mon souffle. Il y a tout un conflit politique et religieux. Et en fait, ça parle énormément de tout ça, en fait, où lui, c'est un jeune qui est protestant, si je dis pas de conneries, qui est à Glasgow, donc en Écosse, si je dis pas de conneries non plus, dans les années 90, où il vit dans une sorte de misère, en vrai. Genre, sa maman n'est pas là, elle est alcoolique, enfin, c'est la merde. Il a que son grand frère qui est dans des guerres de gang, il a sa sœur qui l'aide, mais de manière assez lointaine. En fait, ça retrace un petit peu tout ça, comment il en est arrivé là. Donc, c'est pas un livre très confortable à lire non plus pour l'été, mais genre, je pense que comme je l'ai lu l'été, j'ai pu l'apprécier. Si je l'avais lu genre en hiver, genre ça te fout un gros coup au moral et t'es en mode j'arrête. Et là, j'ai pu réellement l'apprécier pour ce qu'il était. Et il est fort en fait. Il est dérangeant parce que du coup, tu suis comment il en est arrivé à ce qu'il en soit dans un périple avec 2 hommes qu'il connaît pas. Surtout que le périple va être horrible puisque c'est des personnes qui sont alcooliques aussi, qui vont abuser de lui. Donc c'est vraiment douloureux à lire. Et en même temps, tu as genre cette insouciance et cette innocence du jeune. Je crois qu'il a 14-16 ans entre les deux, hein, grosso modo cet âge-là. Et la violence qu'il a autour de lui. Et lui, juste, il a envie d'être lui, d'aimer qui il veut.
et genre qu'on l'aime aussi, quoi. Donc, incroyable. C'est beau. On aime ce petit message d'amour. Bah écoutez, moi aussi, je suis très de cette team à lire des gros meurtres à la plage. Vraiment, Agatha Christie l'été, je trouve que ça sonne autrement. Hein. C'est très sympa. Est-ce que, Angèle, tu voudrais nous présenter ton livre? Avec plaisir, ma foi. Donc moi, je vais vous parler de La cloche de la détresse de Sylvia Plath, que j'ai lu en anglais. Je sais pas ce qui m'a pris, hein, vraiment. C'est mon côté maso, je crois. Parce que c'est assez... Enfin, il y a des mots, vraiment, toutes les 10 secondes, j'étais obligée d'aller sur Google Trad. Mais j'ai réussi, je suis fière de moi. Bravo, on te félicite tous. Ah non, mais en fait, ce livre, il est incroyable parce que, en fait, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans le film 10 Things I Hate About You. Same. Voilà, parce que Kat, elle parle de Sylvia Plath, elle dit « Mais pourquoi on étudie que des hommes et tout? Moi, je veux étudier des femmes, je veux qu'on parle de Sylvia Plath. » Et je me suis dit « Mais qui c'est ça? Je connais pas. » Et du coup, je suis allée voir. Et aussi, je suis tombée sur... Si elle la lisait, c'est que vraiment, c'était Slay. Exactement, voilà. D'autant plus que j'avais vu sur TikTok un extrait qui m'avait vraiment parlé, et donc, dont je vais vous parler juste après. Et c'est pour ça aussi, je pense que TikTok, très important. On n'en parle pas trop, mais le BookTok, vraiment, c'est vraiment ce qui m'a permis de me remettre dans la lecture. C'est incroyable, le BookTok. Voilà. Donc, c'est un livre qui est sorti en 1955. Et c'est important de le préciser parce que dedans, elle va aborder des thématiques qui sont pas du tout communes pour l'époque, notamment la dépression chez les femmes, chez les jeunes femmes. Et vraiment, à l'époque, non seulement la dépression, on n'en parle pas trop, et chez les femmes encore moins. Alors, t'es une femme et t'es malheureuse. Tais-toi, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant déjà de le replacer dans son contexte un peu historique, entre guillemets. Et donc c'est théoriquement un roman de fiction, mais très très inspiré de sa vie à elle. Parce que Sylvia Plath, bon, je sais pas si vous savez un peu comment ça a fini pour elle. Je crois qu'elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée, ouais. Donc elle était... c'était quelqu'un d'assez malheureux, mais qui a écrit des choses vraiment magnifiques. Et donc voilà. Donc là, on se dit aussi comme Lila, mais c'est pas fun pour l'été, là. Qu'est-ce que tu me fais là? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes partis où en vacances exactement? Vraiment. Mais comme tu dis, heureusement que c'était l'été, parce que je l'aurais lu en hiver, j'aurais eu besoin de genre 4 semaines de congé pour m'en remettre. Mais c'était l'été, il y avait la plage, il y avait le soleil, donc ça allait. Donc en fait, c'est l'histoire de Esther, qui est une jeune fille de 19 ans et qui va faire un stage de journalisme féminin dans la presse féminine à New York. Et donc c'est la première fois qu'elle part de sa petite ville, et donc elle va rencontrer plein d'autres jeunes femmes et donc un peu travailler dans le milieu du journalisme. C'est donc ce qu'elle veut faire dans la vie, enfin du moins c'est ce qu'elle pense qu'elle veut faire dans la vie. Et en fait elle se sent extrêmement perdue, blasée et surtout en décalage avec les gens qui l'entourent. Elle se retrouve pas dans un peu, comment dire, l'innocence et la naïveté un peu adolescente qui se trouve autour d'elle, parce qu'elle est vraiment à un autre niveau émotionnel, et donc elle est quand même assez triste, et donc elle a vraiment du mal à se lier aux autres par rapport à ça. Voilà. Et donc après, le livre, c'est pas uniquement quand elle est à New York, c'est aussi après quand elle rentre chez elle et que vraiment elle commence à aller vraiment très très mal, puisqu'elle est vraiment toute seule pour le coup. Et donc déjà, très bon livre à lire l'été, parce que on ressent vraiment la chaleur dans ce livre. Elle est à New York, il fait genre 40 degrés. Elle décrit extrêmement bien genre la ville qui est en surchauffe. Vous voyez quand vous passez au-dessus d'une bouche d'aération en été qui souffle de l'air à 40 degrés, voilà, c'est exactement ça. Quelle horreur. Et ça, vraiment, c'est l'atmosphère, on le trouve vraiment dans le livre. Et rien que le premier paragraphe, elle parle du fait qu'il fasse extrêmement chaud et que ce soit étouffant dans cet environnement plein de béton. Finalement, est-ce que ce serait pas une petite métaphore étouffant pour être une femme en 1955 dans ce milieu-là? C'est beau ce que tu dis là. C'est beau ce que tu dis. Ça donne à réfléchir. Pourquoi j'ai aimé ce livre déjà? Parce que on parle beaucoup du hot girl summer. On parle pas trop du sad girl summer. Et je sais pas pour vous, mais moi, il y a vraiment beaucoup d'étés où j'ai vraiment eu du mal à être à 100% tout le temps. Et sachant que je suis quelqu'un qui consomme énormément de comédies romantiques, de livres romantiques, c'était un peu dur pour moi de me dire mais pourquoi moi j'arrive pas à vivre ça alors que les autres le vivent, et de lire un livre avec un personnage en été qui se sent pas à 100% et qui est triste, qui est perdu. J'étais vraiment là genre waouh, ça existe, c'est super. Donc ça c'était vraiment génial de voir ça. Et donc un truc qui m'a vraiment du coup le passage dont je voulais vous parler spécifiquement, c'est le passage du figuier. Donc le fig tree en anglais, je sais pas si vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux, etc. Sur TikTok, ouais, j'ai vu ça, c'était génial. Elle est assise, en fait, elle est en train de se poser des questions sur son avenir, parce qu'elle sait pas si elle veut être poète, elle sait pas si elle veut être journaliste, elle sait pas si elle veut être mère de famille, elle sait pas. En fait, il y a tellement d'options qu'elle en a le tournis, et en même temps, elle a envie de tout faire et de rien faire, et c'est très compliqué. Et du coup, en fait, elle fait l'analogie d'un figuier, où elle se dit, en fait, elle est assise sous ce figuier, elle voit toutes les branches qui se déploient autour d'elle, et toutes les branches, c'est une potentielle voie pour elle qu'elle peut prendre dans sa vie. Et elle dit,
Je me voyais assise sur la fourche d'un figuier, mourant de faim, simplement parce que je ne parvenais pas à choisir quelle figue j'allais manger. Je les voyais toutes, seulement en choisir une signifiait perdre toutes les autres, et assise là, incapable de me décider, les figues commençaient à pourrir, à noircir, et une à une, elles éclataient à mes pieds, sur le sol. Voilà, allez, super ambiance. Non, mais c'est incroyable. Mais c'est Cette incroyable, citation, elle est c'est folle. Super Voilà. puissant. Et même, genre, il y a toute une thématique sur la jeunesse où on est très Exactement, jeune, c'est ce que j'allais confronté dire. Mhm. à devoir choisir un chemin. Mais vraiment, genre, même dès le collège, on commence à nous en parler. Exactement. Et d'avoir Ouais, cette il y a- représentation, cette symbolisation avec cette symbolique avec le figuier, c'est hyper puissant. Parce que je pense que, peut-être pas tout le monde, mais les 3/4 des personnes se posent ces questions par rapport à leur avenir. Mhm. Donc, ouais. Ah, Trop mais fort. totalement. Et je pense que c'est en plus quelque chose qui est hyper présent chez les les femmes. jeunes en général, Ah, mais je crois en vrai, justement, Ouais, genre, je pense c'est chez ce que les j'allais dire. femmes, il y a un truc en plus du fait qu'en fait, la société nous fait vraiment comprendre qu'on a une date de péremption qui Ouais, est beaucoup plus exactement. tôt que celle des hommes. Cette idée que la femme, enfin, je sais pas, c'est con, tu vois, mais quand on parle des actrices, à 30 ans, c'est bon, L'agisme. elles ont plus Ouais. de, Bah, les mannequins elles ont aussi, plus les de rôle danseuses et tout. Enfin, de c'est- femmes jeunes, elles doivent Mm. passer au rôle de mère ou de nonne ou etc. Tu vois. Dans le truc dans la citation que tu viens de dire, moi je ressens ce truc-là de en fait, nous notre choix il doit être d'autant plus rapide parce qu'en fait bah on n'a que très peu de temps Je suis complètement pour d'accord. utiliser notre Ouais. potentiel à son maximum. Genre. Et elle en parle en plus, oui, elle parle, bah justement, elle parle du fait qu'elle a du mal à créer de la connexion romantique avec des garçons et que ça la peine, ça la gêne parce que justement, il y a cette idée de bah, je vais périmer dans 10 ans, c'est bon, je suis plus dans le marché. Est-ce que j'ai envie de fonder une famille? Est-ce que. Voilà, et c'est. Enfin, là actuellement, avec Jade, on est en L3 et Lila, qui est en master, qui a dû faire ce choix aussi l'année dernière. Choisir un master, c'est à C'était peu près terrible. terrible. Enfin, on est dans un stress permanent Ouais. de se dire est-ce que je vais faire un mauvais choix? Est-ce que ce choix va définir le reste de Ouais. ma vie? Enfin, Exact. ça peut sonner un peu dramatique, mais en vrai, quand on est dedans, c'est tellement dur. Et c'est pour ça que j'ai vraiment ce passage, quand je vous dis que j'ai dû fermer le livre, le poser là et là. m'adosser et faire. Ouh. Ça va aller, Angèle. Voilà, vraiment, j'avais les larmes qui montaient. J'étais là, mais oulala, qui lui a dit d'être aussi réel dans ses propos? Et ça me Ouais. fait penser à la chanson Vienna de Billy Joel. Oh non, je l'ai mon écouté. Dieu. Je l'ai écouté la veille de mon concours du CELSA. J'étais en putain. pleurs. C'était Je terrible. peux pas l'écouter sans pleurer en fait, c'est C'était ça le problème. Mais elle est terrible. horrible, elle est magnifique, mais elle est horrible cette musique. Bah ouais, et ça, T'en ben, laisses c'est pas un exactement M. ça. J'ai lu ça et j'étais là, mais voilà, c'est ça. Point final, c'est bon. Mais Voilà. c'est incroyable. J'avais lu le début de ce livre, mais j'ai pas continué. Mais je vais reprendre. Du coup, tu m'as Tu vois, ça motivée. t'a motivée, Et les ouais. figues aussi, j'avoue que c'était incroyable, mais je trouve ça fou. Et je crois qu'il y a aussi un rapport avec les magazines féminins et comment on l'associe et comment elle doit se conformer à ce milieu-là. Et je trouve ça super intéressant parce que les magazines féminins, c'est quelque chose que dans notre société, maintenant, on est en train de remettre en question leurs normes, leurs valeurs, ce qu'elles transmettent, leurs idéologies. Et au final, en fait, un magazine féminin, c'est quoi? C'est de dire la femme parfaite, elle est comme ça. Et c'est tout. Et je trouve ça trop intéressant de la réinventer, cette femme parfaite. Finalement, il n'y en a pas. Et ce livre, je trouve ça fascinant à ce niveau-là. Et aussi, personne ne la prend au sérieux, il me semble. Du Bah coup, ouais. dans le milieu dans lequel elle est. Mais déjà, en plus, ce livre, elle l'a sorti sous un faux nom parce que, j'avoue, je connais. Il me semble que c'est parce qu'elle ne voulait pas que les gens le lisent en sachant que c'était elle et sachent que c'était inspiré de sa vie, parce que c'est quand même très intime comme bouquin. Et aussi, il y a quelque chose, je sais pas, vous avez vu The Virgin Suicides de Sofia Coppola? Évidemment. Voilà. Incroyable. Je n'ai vu que très récemment. Bah oui, moi Ah aussi, ouais moi aussi, il y a Lycée 2 Léal, semaines. Je l'ai vu il y a quand 2 il semaines était aussi. Mais remasterisé. waouh! Moi, je l'ai regardé très jeune, 2 salles, 2 J'étais endroits. vraiment- Oh mon Dieu! Tu es une Moi, enfant j'étais genre dans une traumatisée. salle de Mais c'est vraiment cinéma, parce que ma mère kiffe Coppola et genre c'est son Oh, premier wow. film. Ma mère est C'est- très très cinéphile et je l'ai toujours eu en DVD dans ma maison. Du coup, ouais, je l'ai regardé ta mère plusieurs est fois incroyable, très jeune. Lina. Vraiment. Mais ma mère, elle slay. Ok, Slay, maman. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Catherine. Dédicace à Catherine. On dirait qu'on est sur énergie là. Non, mais moi aussi, mais je crois que c'est parce qu'il est récemment sur Netflix. On est Oui, d'accord, c'est ça? Oui, exactement. bah, c'est Ah non, pour non, ça. mais moi je te jure, en fait, genre, j'ai vu qu'il était au cinéma, tout le monde m'en parlait, du coup j'étais genre, bon, Ah ouais? je vais Random. un peu essayer de me culturer, hein. Exactement. Du coup, j'y suis vraiment allée en ne sachant absolument pas à quoi m'attendre. Genre, Mais ah, c'est- mais je suis la seule meuf dans le monde qui était genre, je connais pas la fin de Virgin Suicide. J'avais genre vraiment pas tilté le truc. Du coup, moi j'étais genre juste au fond de mon siège dans le cinéma en mode. Bordel. Ah ouais, ok, Ouais. c'est stylé, Mais c'est oui, marrant, parce que, ok, putain, Kristen tous Dunst a les- changé. Et bah Ouais. justement, c'est ça. Et en fait, ce qui m'a fait penser à ce film, c'est qu'en fait, la première des sœurs qui. Bon, je vous spoil, mais en même temps pas trop, parce que c'est vraiment dans les Mais 10 c'est premières vraiment minutes. T'inquiète pas, vas-y. C'est la plus petite des sœurs qui se suicide en premier Ouais. et qui dit le docteur lui dit mais pourquoi t'essaies de se suicider, genre t'as 13 ans, Ouais. t'es heureuse, non? Elle lui dit bah docteur, ça se voit que vous n'êtes pas une fille de 13 ans. Ouais. Et vraiment, mais ce livre c'est exactement ça. Ouais. C'est j'ai 19 ans,
je suis pas dans le stéréotype de l'adolescente américaine typique qui est heureuse en fait. Mais en fait, je pense qu'il y a énormément de gens qui s'enferment dans ce stéréotype et qui sont très malheureux au fond d'eux, mais qui osent pas l'exprimer parce qu'il faut rentrer dans cette norme-là. Et le fait qu'elle, elle assume ça, Oui, parce que le fait c'est de très l'assumer, chouette. c'est aussi dire je le serai pas, quoi. Oui. Genre, donc, t'as pas non plus envie de réaliser que t'atteindras jamais ce standard-là, quoi. Exactement. C'est qu'il y a une forme de culpabilisation, c'est on est privilégié de tout dans cette salle et on a de la chance d'avoir un toit, une maison, des habits et on a un peu cette pression de se dire on n'a pas le droit de se plaindre alors que finalement on a tous des sentiments, on est tous humains et chaque période de la vie est compliquée. C'est ça. Mais Et je du trouve coup, que Pardon, je t'ai coupé. c'est pas grave du tout, vas-y Lila. Je trouve que tu ressens aussi ça dans ce livre, notamment au début, où tu vois qu'il y a énormément de femmes où elles sont tous là, genre trop contentes de ce qui leur passe, puisque c'est une opportunité de ouf d'être dans cet hôtel, de faire ses interviews, ses projets, ses machins. Et elle est là en mode non. Enfin, elle est en totale distance avec ce qui se passe. Et j'avoue que ça crée cette dualité où tu ressens les émotions de Esther. Ouais. Esther, je me rappelle plus du tout du prénom. Par rapport aux autres, même ses amies, où elles sont là en mode mais c'est incroyable, genre on fait tout plein d'activités, les vêtements qu'elles reçoivent aussi par rapport à ça, le maquillage, et elle est juste en mode mais en fait je me fais chier quoi. C'est pas que tant que je me fais chier, mais j'y trouve pas mon compte. C'est fort, c'est puissant et tu te le manges en pleine gueule ça aussi quoi. Donc il y a quelque chose de vachement autoréflexif dans toute cette écriture. Et Sylvia, je l'appelle comme si c'était ma tante. Sylvia Plath, c'est vraiment, genre, je pense, une auteure que j'aurais aimé voir vivre de nos jours parce qu'elle aurait eu tellement plus sa place dans la société et ça me brise le cœur de voir à quel point elle était marginalisée et maltraitée par genre, les critiques littéraires et par les hommes dans la littérature dans les années 50. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'ai dabé. T'as bien fait. On va tous daber en réponse. Hop là. Et toi, Jade, c'est quoi ta lecture de l'été ? Alors, du coup, moi, ma lecture de l'été, c'était donc, comme je vous l'ai dit, j'ai lu 1984 de George Orwell et Le Petit Prince. Et j'ai eu une vraie réflexion à me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de présenter. Et je me suis dit, mais en fait, c'est Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est beaucoup plus court, beaucoup moins dense. Certes, c'est un classique, mais je pense que c'est dans l'élite de l'élite. Tu ne dis pas, moi, j'ai lu Le Petit Prince. Mais au final, je trouve que les livres pour enfants, entre guillemets, c'est ceux qui ont le plus de portée, le plus de sagesse, le plus de messages à apporter à cette société, finalement. Et dans ces temps durs où on manque d'humanité cruellement, je trouve que c'est important de se rappeler de ce genre de petits livres qui finalement marquent des enfants ou marquent des adultes et justement qui, moi, a marqué ma lecture de l'été. Donc ce livre, je l'ai lu à Syracuse, en Italie. Et oui, très sympa, au bord de la plage, sur un caillou. Là, on parle d'un cadre idyllique. Exactement, vraiment super, avec un petit spritz. Du coup, très cool. Et finalement, en lisant, je trouve que ça a rappelé l'essentiel, un peu d'admirer ce qu'il y a autour de soi, d'apprécier, d'avoir une forme d'humanité, d'apprécier ses amis, d'apprécier l'amour autour de soi. Enfin, un côté un peu cucu, tout ça. C'est l'histoire du narrateur, un aviateur, qui s'échoue dans le Sahara, dans le désert, et dans cette crise, dans cette peine, dans cette soif, il peine à trouver à manger, etc. Il a un mirage, un petit garçon blond avec un costume vert vraiment excentrique, qui lui dit s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Et en fait, il le voit un peu comme un mirage dans le désert ou un peu désespéré. Et finalement, ce petit garçon va lui raconter son voyage initiatique et lui raconter toute son épopée sur toutes les planètes, parce qu'il a fui sa planète et il a rencontré plein d'individus différents pour finir sur Terre. Et en fait, il essaye de comprendre le mystère de la vie, le mystère des grandes personnes qu'il peine à comprendre, parce que c'est un petit garçon très curieux qui pose plein de questions, sauf que dans ce monde dans cette société capitaliste, on a du mal à avoir une forme d'humanité où on répond un peu artificiellement aux questions. Et lui, il veut pas. Lui, il veut qu'on réponde à ces questions et il veut avoir du coup une réponse claire et logique parce qu'il comprend pas toutes ces réponses. Et pour donner un petit exemple, on a par exemple l'homme très sérieux qui compte les étoiles et il fait que les compter. Et il dit mais ça te sert à quoi? Il dit je compte, c'est très sérieux. Et du coup il y a un petit rapport avec les boursiers et les banquiers, rien contre vous, hein. Mais du coup c'est mettre un peu de distance sur ces métiers très sérieux de la société capitaliste un peu et de se dire en fait tous ces métiers c'est très intéressant, mais ce qui est cool aussi c'est l'humanité, c'est un peu l'amour qu'on se transmet. Et je trouve qu'on a cette innocence dans ce film, dans ce livre qui est aussi adapté en un incroyable film, où justement on a ce rapport à notre enfance, on a cette petite nostalgie de se dire ouais c'était bien quand je courais dans le jardin et après je revenais assoiffée, vous savez, et on boit son verre d'eau et après on recourt dans le jardin sans regarder de téléphone ni rien, on a ce petit moment à soi.
Et je pense que bah ouais, ce livre, c'était mon petit moment à moi où je me suis dit, je me suis accordé ce temps pour me dire, ouais, je peux admirer ce qui se passe autour de moi. Certes, il y a plein de choses tristes dans le monde et il faut en avoir conscience, mais il y a aussi une part d'humanité où il faut garder ce lien, il faut l'entretenir parce que c'est comme ça que on continue des combats importants. Voilà. C'est beau ce que tu te dis. Purée, vraiment. Et du coup, je voulais vous demander, c'est quoi un peu votre souvenir d'enfance qui vous rend un peu nostalgique, qui vous redonne un peu envie de retomber en enfance? Introspection. Ouais, totalement. C'est ce Moi, que je me suis c'était dit. l'été en vacances dans la maison de vacances de mes grands-parents. J'y allais tout l'été quand j'étais petite Ça, c'est et genre génial. ils avaient leur piscine, on était juste à côté de la mer. Et genre, je sais pas, il y avait un moment d'accalmie. Maintenant, je trouve que l'été, ça se résume beaucoup à ce que disait Angèle. Il y a une forme de tristesse, d'amertume. Et je trouve que quand on est petit, l'été, c'est genre le feu, quoi. C'est incroyable. Tu vas retrouver toute ta famille, il fait beau, il fait chaud, tu vas manger des glaces, la vie est incroyable. Et je trouve que ça perd de sa saveur. L'été, maintenant, a perdu Ouais. de sa saveur. Parce je trouve qu'on a ce rapport avec les réseaux sociaux. À la fois, moi, je n'aime pas du tout les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a une démocratisation de la culture, de l'art, de la politique, plein de trucs trop intéressants. Mais aussi, on a cette addiction de constamment, inconsciemment, de vouloir montrer aux autres, bah moi, j'ai fait ça et c'est trop cool. Et certes, c'est trop bien de vouloir partager, mais je trouve qu'à force de partager, on en perd un peu la saveur initiale du moment présent. Et du coup, moi, j'ai un peu ça. Et c'est pour ça que j'ai des moments, par exemple, moi, ce que je fais quand je vais chez ma grand-tante, ma reine, c'est que quand on va au restaurant, je laisse mon téléphone chez elle et on part au restaurant, on se fait une après-midi et comme ça, j'ai ni l'heure, parce que ouais, j'ai pas de montre, et j'ai pas l'heure, je peux pas regarder mon téléphone et juste je vis le moment avec elle. Et c'est ce que j'apprécie énormément chez elle, c'est parce que comme du coup, elle a pas vécu avec les téléphones, elle comprend sincèrement, donc elle est comme le petit prince, elle ne comprend pas ce qu'on fait sur nos téléphones. Ça me fascine à chaque fois. Elle me dit, mais je ne comprends pas, vous faites quoi, littéralement? Pourquoi vous passez autant de temps dessus? Et j'ai envie de dire, ah Tati, t'es si mignonne. Et je me dis, ouais, c'est ça le petit prince au final, c'est de se demander des trucs de base. C'est pourquoi tu passes autant de temps à scroller sur TikTok parce que ça peut être intéressant, mais de là à passer 6 heures dessus, je le fais moi-même, donc je ne shame pas du tout. Mais ouais, ça remet un peu en question tout ça, je trouve, de penser à son enfance, de penser à ce livre. Et c'est trop intéressant ouais, de se demander finalement qu'est-ce que c'est de passer un bon moment réel et dans le moment présent, ancré dans le moment présent finalement. Ouais, il y a toute cette part aussi d'innocence et Ouais, d'insouciance que tu as et de spontanéité, en fait. C'est totalement. réellement de la spontanéité. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut manquer aussi aujourd'hui. Totalement. Alors que l'imprévisibilité et vivre la vie comme elle vient, ça devrait être la vie, ça devrait pas être un truc très cadré, très oui, on fait ça, puis ça, puis ça. Genre, vivons la vie comme elle vient, vivons la vie comme elle vient à nous. Mm. Et c'est ça qui est beau, quoi. Bah, ce dont on parlait avec Jeanne, qui était du coup juste avant le podcast, c'était dans le dessin animé, l'adaptation. Et je pense que ça a fait un peu ça autour de toutes les personnes ici. C'est la scène où elle a son emploi du temps qui est prévu jusqu'à la fin de sa vie. Et avec Jeanne, on se disait, mais moi j'adorais cette ouais. scène. Genre, elle a un espèce d'énorme tableau Excel version 3D avec genre son planning de ses journées par pour heure, les minute genre par 3 minute, prochaines ouais. années, ses cadeaux d'anniversaire pour les 20 prochaines années. Et vraiment, genre, la gamine a peut-être, je sais pas, 10, 11 ans, tu vois. Ouais, Et du coup, voilà. Donc, on en vient à dire que, exactement. globalement, on est d'accord ou pas, Oui, on est toutes les deux d'accord. C'est que Jade et moi, on est assez obsesses avec l'idée que, ouais, quand on était petite, moi, ça me faisait grave rêver, en fait, Ouais, moi aussi, je d'avoir voulais ma vie toute cet emploi planifiée, du genre. temps. Ouais, et ça, je trouve que c'est une anxiété qu'on avait malheureusement très jeune. C'est de se dire, bah moi j'ai envie qu'il n'y ait aucune surprise, que tout soit prévu, que je gagne bien ma vie, que tout se passe bien, et qu'au final, bah j'ai pas à me poser de questions. Et en fait, c'est tellement triste Oui. finalement de voir les Mais en choses fait, comme moi, ce ça. qui me fait peur, c'est que la marge qui reste d'inconnu peut possiblement mal se passer. Ouais, totalement. Et moi, ça m'angoisse au possible. Du coup, je me dis, genre, bah, en fait, si je suis au courant de tout, je sais que ça va bien se passer. Ou alors, si je sais que ça va mal se passer, je peux prévoir que ça se passe mieux. C'est ça. Et c'est une espèce de recherche un peu constante de bah, comment je fais pour que tout se passe dans le meilleur des mondes, comme prévu dans ma tête. Et que les gens m'apprécient et que les gens ne soient pas déçus de moi, et ainsi de suite. Et machin. Et genre, vraiment, c'est à peu près ça. Mais genre, et c'est vraiment Enfin, je me rappelle vraiment l'avoir vu en plus, je l'ai vu en classe, en sortie scolaire, tu vois. Et j'étais vraiment genre scotchée à mon siège en mode, c'est mon rêve sur Terre. Un tableau Excel 3D, genre, à 12 ans. Ah, vraiment. Bah, du coup, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur The Belger finalement, où c'est le truc de la peur de ce qui va se passer. Et le monde, il est un peu effrayant. Et en général, je trouve que ouais, il y a un peu de cruauté partout autour de nous. Et c'est un peu
ça fait un peu peur de se lancer là-dedans et de se dire oui, bah, par exemple, ce que je disais à Angèle récemment, c'était de me dire bah, j'aurai un métier plus tard, peut-être où je serai avec des hommes et je voudrais parler de quelque chose de professionnel et on me rappellera que je suis une femme, on fera des blagues sexistes ou des trucs de me draguer, etc. Et c'est ce genre de trucs, moi, ça m'effraie. Et je me dis là j'ai 20 ans et je pense à tout ça et j'aimerais bien ne pas avoir à y penser. C'est à des juste... trucs dont eux, ils ont même pas à se soucier. Ouais, en plus, totalement. donc. C'est ça, de se dire, toi, tu veux entrer dans le truc et au final, tu as peur de te faire d'avoir une embuscade où finalement le mec te prend en 4x4 et essaye de, je sais pas, de n'importe quoi, tout fait peur de toute façon. Et je trouve que Le Petit Prince, ça m'a permis de mettre de la distance et de se dire, ça existe les gens innocents, gentils, curieux, avec qui on peut avoir des discussions, tout se passe bien. Et il faut pas avoir tant peur que ça. Enfin, c'est normal d'avoir une petite appréhension. Mais j'essaye de me dire, j'essaye d'avancer jour après jour en ayant moins peur. Par exemple, typiquement, je sais que tu as la même chose, Angèle, c'est la pression académique, de me dire d'être juste constamment à travailler et de pas me mettre en dehors de ça. Finalement, ça rejoint le petit prince et la petite fille. Et de me dire, non, des fois, il y a de la marge, des fois, je peux faire d'autres choses, je peux me faire plaisir et faire autre chose que aller en cours, travailler, ne rentrer pas tard et faire des petites folies. Des fois, rentrer un peu tard et de se dire, demain, même si je commence à 8h, c'est pas grave, on s'est fait plaisir et de juste se laisser aller un peu. Et j'essaie de faire ça, de lâcher pression et de pas avoir mon tableau Excel constamment sous les yeux. Mais c'est un peu difficile, je trouve. Et il y a une grosse pression vis-à-vis de ça. Mais après, je pense qu'il faut pas se sentir coupable de voir les choses comme ça, parce que de toute façon, il y a quelque chose que j'ai constaté, mais depuis que je suis petite, en fait, je me suis rendu compte très, très tôt, trop tôt peut-être, que de toute façon, en tant que fille et femme maintenant, on est obligé, et de toute façon ça se passe comme ça, de devenir mature 2 fois plus vite. Ouais. Déjà, je me rappelle vraiment à 6 ans, quand il y avait des garçons qui m'embêtaient dans la cour et que j'allais voir les maîtresses ou quoi, ils me disaient oh mais tu sais, c'est juste des garçons, c'est parce que s'ils t'embêtent, c'est parce qu'ils veulent attirer ton Oh attention. non. Et t'imagines, à 6 ans, on te dit là il te tape, mais t'inquiète, c'est juste parce qu'il veut attirer ton C'est attention, ok, genre, c'est pas grave. ok. Il tire les cheveux, il te Voilà. coupe les cheveux, il te tape, mais genre tranquille. Donc je vois complètement ce que vous dites, ce que vous êtes en train de dire par rapport à vouloir que sa vie soit toute planifiée. Bon, du coup, je suis un peu en train de m'éloigner du sujet, mais je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais ouais, c'est pas grave, c'est ok de voir la vie comme ça. Et heureusement qu'il y a des livres comme Le Petit Prince Ouais. pour nous rappeler qu'on a le droit de voir, on a le droit de pas être constamment dans cette optique-là et qu'il y a autre chose qui existe pour nous et on peut voir un peu de l'humanité, on a le droit d'être en dehors de ça finalement. Donc voilà. Et même par rapport au Petit Prince, je trouve qu'il y a tout ce truc avec la rose. Ah oui. Où elle est vachement féminine, c'est un petit peu genre Elle est très l'histoire vaniteuse, d'amour, orgueilleuse. où elle est supposée être même dans les représentations qu'on a des dessins ou même dans le dessin animé, elle est supposée être féminine, etc. Où il y a tout ce truc en mode mais c'est une rose quoi, voilà. Tout ça en plus. Et en fait oui, il y a ce truc je sais plus si c'est à la fin vers le milieu ou quoi, où le petit prince il est en mode mais c'est pas genre elle est pas unique cette rose, genre il met à distance et en fait il se prend dans la gueule. Mais c'est ta rose, c'est quand même une personne à part entière. Et je pense qu'il y a tout ce truc avec les femmes, en fait. Quand t'es pas parfaite, ça va pas, mais en fait, on est juste des femmes. Au bout d'un moment, on est aussi des êtres humains. Donc, mais en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve que les personnages du Petit Prince, ce qui est fascinant, c'est que les plus humains, c'est la rose, le renard et le Petit Prince, donc ils ne sont pas humains, qui est littéralement un extraterrestre, un animal et une fleur. Parce que par exemple, la fleur, je trouve qu'elle est vachement humaine parce qu'elle est orgueilleuse, elle a besoin d'attention, elle veut que le Petit Prince s'occupe d'elle. Et finalement, c'est une forme d'humanité de montrer les défauts de l'humain, tout simplement. Et le renard, lui, il a ce côté avec, je sais pas si vous vous souvenez, il explique au Petit Prince comment est-ce qu'on apprivoise un ami et comment on se fait un ami. Ça, c'est vraiment touchant, je trouve. Et c'est le rapport justement à l'amitié qui est, tu vois, moi, je connaîtrais plein de petits garçons, mais s'apprivoiser, c'est de se dire que j'en connais plein, mais que toi, t'es unique à mes yeux. Et ça, c'est pareil pour la rose. Et il lui explique ça pour la rose et il lui dit, il y en a plein des roses, mais ta rose, c'est la tienne, elle est unique à tes yeux parce que tu l'as apprivoisée. Je trouve que ce rapport à l'amitié, à l'amour en général, c'est super touchant parce que c'est vrai qu'on crée des relations constamment qui sont hyper uniques avec des amis très proches à qui on se confie. Et c'est trop bizarre, je sais pas si vous avez cette sensation de se dire, je me suis confiée super vite à une inconnue et d'un coup, ça y est, on est hyper proches, on a créé un lien hyper fort et je trouve ça hyper touchant. Et ça rappelle l'essentiel, ce livre, l'essentiel de l'amitié, de l'amour, de ce qu'il y a autour de nous et de réellement profiter des gens et la chance d'avoir des gens autour de nous à qui on peut avoir confiance, à qui on peut se confier et sur qui on peut compter finalement. Et je trouve ça super touchant. Et le renard, il est tellement touchant quand il parle de ce lien, d'apprivoiser des individus et de se dire que finalement ce sera triste parce qu'on pourra plus se passer de cette personne d'une certaine façon, mais qu'à la fois ça fait toute la richesse d'une relation humaine et c'est beau. Je voulais rebondir un peu sur ce que vous disiez avant, par rapport au fait qu'on a toute la pression de la vie et que
on se sent parfois un peu dépassé et qu'on a peur de ce qui viendra. Après, on a un peu... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai un peu constamment peur du lendemain, que ce soit genre littéralement demain, ou dans une semaine, ou dans 3 ans, etc. Et j'ai l'impression... Enfin, maintenant que je regagne un peu le goût de la lecture, quand j'apprécie vraiment un livre, pour moi, c'est un livre que j'ai vraiment apprécié, c'est un livre où j'y ai pas pensé pendant que je le lisais. Genre, ça m'a fait une espèce de coupure dans le temps qui fait qu'en fait, j'avais pas l'impression de rater une étape ou de, je sais pas comment dire, tu sais, de passer à côté du temps, enfin de perdre du temps concrètement, genre. Une vraie bonne lecture, un livre que j'ai vraiment apprécié de tout mon cœur, c'est le genre de livre où je me retiens de continuer et je dois genre me dire, ok, là je le ferme, je continuerai demain parce que sinon je vais le bouffer et je vais être déçue de l'avoir lu aussi rapidement. Et maintenant on retourne à la vie normale. Allez, voilà. Exactement, ouais. Un truc qui est merveilleux avec Le Petit Prince, je trouve, parce que je l'ai lu quand j'étais petite et j'avoue que je l'ai pas relu récemment, mais tu m'as donné envie, donc je vais le relire là. J'adore les ouvrages ou même les films où tu peux le lire en étant enfant, puis le relire en étant adulte et avoir une perception complètement différente. Et je trouve ça vraiment, mais c'est vraiment une prouesse de faire ça en tant qu'auteur, je trouve. Ça m'a fait... Du coup, Le Petit Prince, c'est complètement ça. Moi, je l'ai lu quand j'étais petite, j'étais là, mais trop fun, le mouton, le renard, j'adore. Vraiment, hyper drôle ce livre, trop cool, quoi. Et là, je me rends compte que oui, tout a un sens et tout prend sens quand tu grandis. Et ça m'a fait ça aussi avec le film Soul. Bon, après, il est sorti. J'adore ce film. J'adore ce film. Il est sorti quand j'étais quand même déjà assez grande. Mais je sais que si je l'avais vu quand j'étais petite, j'aurais été là, genre, cool ce film, genre un Disney sympa, fun. Et là, tu le vois et tu te dis, ça parle de la passion, ça parle de. Ce film m'a changé. Vraiment, quand la passion perd son sens parce que t'es tellement dedans que tu te rends plus compte que c'est pas ça que tu veux faire. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont vraiment. C'est fort. Ouais. Et Le Petit Prince, pour moi, c'est ça aussi. Tu vois, je trouve qu'il y a la même mentalité dans Saul et Le Petit Prince, du truc de. Ouais, tu te dis, j'ai une passion et tu vas vivre pour ça et tu vas l'accomplir jusqu'au bout. Et au final, dans les deux, tu as le raisonnement de, en fait, non, j'ai juste besoin d'aimer ce que je fais en général. Pas d'avoir une passion et d'être complètement fou là-dessus. Ça, c'est cool aussi. Mais ce qui est aussi sympa, c'est de ne pas avoir cette pression et de se dire juste, je vais apprécier chaque jour pour ce qu'il va m'apporter et de différent chaque jour, justement. Que soit un jour, j'ai envie de tester... de faire des perles, des colliers. Le lendemain, j'ai envie de savoir tout sur l'astronomie. C'est cool. T'es pas obligé d'être un expert dans un truc et de te la péter dans des cocktails. Tu peux aussi te dire, moi, je m'intéresse à plein de trucs, je suis curieux, je pose plein de questions et je m'intéresse à plein de choses. Et c'est comme ça qu'aussi tu peux vivre. Enfin, chacun peut choisir sa façon de vivre. Et moi, ce film, Saul, je l'ai vu dans une période où j'avais l'impression que j'avais pas de passion, j'avais pas un truc. Et en fait, la morale du film, c'est que c'est bien d'avoir une passion pour vivre. Du coup, ça, je trouve ça cool. À méditer. Exactement. Surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, je parle du Petit Prince, mais c'est un livre qu'on va lire en primaire, je me souviens réellement, qu'on avait travaillé dessus, et la prof nous avait introduit le livre, où vous savez, genre le début, c'est est-ce que c'est un chapeau, machin ou quoi, et elle nous avait montré cette image, c'était à la fin de la journée et tout, elle nous avait montré cette image, elle nous avait tous regardé, on était en primaire, elle était en mode... Vous voyez quoi? Et genre, on a tous noté sur un bout de papier. Après, on a eu un micro-débat. J'ai toujours vu un escargot. Ah ouais? J'ai toujours vu un escargot. Et encore maintenant, je le vois. C'est un escargot. Je vous jure que moi, je vois pas l'escargot. Tu vois quoi, toi, Jade? Moi, je supposais être un serpent, mais pour moi, c'est un escargot. Censé être un serpent avec un éléphant dedans. Ah, attends, toi tu penses que c'est un éléphant dans un escargot, c'est ça? Non, moi j'ai toujours vu un escargot. Elle a vu un escargot, Genre comme il est... Ah, mais oui, ok, je vois l'escargot. Ah oui, mais non, mais si tu vois l'image sur la page d'éléphant à l'intérieur. Ouais, faut retirer. Ouais. Moi, je crois que je suis boring et que je crois que je vois un chapeau, hein, les gars. Ouais, et justement, c'est pour ça où la plupart des gens dans la classe étaient en mode « Mais c'est un chapeau !» Et j'étais en mode « Ah non, c'est un escargot !» Et il y a eu tout ce débat alors qu'on était vraiment super jeunes. Et en fait, ça montre aussi à quel point on commence à être formaté, on commence à perdre notre innocence et à voir le monde d'une manière très c'est trop triste. Simple. Enfin, moi, je voyais le petit œil là du putain de serpent. C'est le moment où tu perds un peu ton insouciance et parce que tu peux plus te permettre de juste te dire « Ah, je vois une image et je peux imaginer tout ce que je veux à partir de ça. » quoi. Ouais. Il faut garder son âme d'enfant. Le voir jeune, totalement. Comme tu disais, Angèle, le lire jeune ou le voir, tu vois, comme il y a eu un film, c'est hyper important et c'est hyper intéressant puisque même si c'est des petites bouteilles à la mer qui t'amènent des thématiques si importantes sur l'humanité, sur comment être avec les autres, sur nous-mêmes, enfin tout ça qui est très important pour notre construction plus tard,
c'est réellement quelque chose de fort. Et comme tu l'as dit, de le voir après, tu repenses à tout ça. Enfin, il y a une continuité qui se fait. Et les livres ou les films comme ça, c'est incroyable. Il y a toujours de nouvelles choses que tu vas déceler. Et c'est une continuité, quoi. Complètement. Mais d'ailleurs, petite citation de l'auteur qui disait « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. » Je trouve ça hyper beau. Magnifique. Et justement, c'est vrai qu'on oublie un peu notre inner child. et je trouve que maintenant, il y a un peu cette traîne autour du TikTok de l'inner child et comment un peu le guérir. Et je trouve ça hyper touchant. Par exemple, je sais que moi, je fais de la danse et que ça m'apportera honnêtement rien dans ma carrière. Mais je sais que quand je fais un cours de danse, je guéris un peu mon inner child qui, quand j'avais 6 ans, je me disais, mon rêve, c'est vraiment d'être dans les studios, de danser et de faire ça un peu librement. Et je me dis, certes, ça n'aura pas d'impact sur mon métier, ou peut-être, on n'en sait rien, mais juste, j'ai l'impression que ça me fait plaisir profondément. Il n'y a aucun objectif concret, mais juste, c'est trop agréable et on perd ce truc un peu. De toute façon, quand on est enfant, en général, quand on fait des choses, il n'y a pas trop de sens derrière. C'est vrai. Enfin, moi, je regarde j'adore faire du babysitting pour ça. Parce que vraiment, d'ailleurs, 99% du temps, quand on fait des activités, je m'amuse plus qu'eux. Vraiment, la pâte à modeler, moi, je suis à fond. Mais c'est ça que j'adore quand je fais du babysitting, c'est les voir faire des trucs qui n'ont absolument aucun sens. Et je me dis, mais bah voilà, je vais être comme ça, en fait. Mais c'est je vais faire incroyable. je vais faire des trucs débiles, mais qui n'ont pas de sens. Et finalement, c'est bête, mais t'es heureux. Alors, et t'es un imbécile heureux. On n'a pas du tout la même expérience de babysitting. Parce que moi, je fais des trucs qui n'ont aucun sens et elle me regarde en mode, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis juste genre... Bah, je fais des Lego, frère, y a pas de raison. Ça dépend. Soit ils sont hyper, genre eux ils sont trop bizarres et toi tu les juges un peu, t'es là genre ok, soit t'es trop bizarre et ils te jugent en mode qu'est-ce que tu fais. C'est à double tranchant, y a pas de. Ouais. Bah, moi hier soir j'ai fait du babysitting et j'ai dansé sur Timber avec, j'ai vu ta story avec des enfants et on était tous on fire, c'était super. Donc la morale c'est que là vraiment faut faire tout ce qu'on peut pour garder son enfant intérieur éveillé. Exactement. Je suis tout à fait s'entourer de d'accord. personnes aussi qui soient comme ça, puisque Oui, tout à fait. Tu as pu le dire, là par exemple Jeanne t'étais en mode c'est l'enfant qui le jugeait, mais souvent c'est d'autres personnes dans la société et quand tu t'entoures de personnes qui ont aussi cette forme d'immaturité, je mets de gros guillemets, vous ne les voyez pas, mais il y a de gros guillemets. Bah faut garder cette part d'enfance, faut garder cette part de vas-y, viens on danse dans le métro. Premier degré. Mais oui, totalement. Genre, viens, on sort de boîte. Tellement. Le nombre de fois où genre tu sors de boîte, t'es avec tes potes et t'es en mode putain la musique et tu danses dans le métro. Enfin, gardez ça, gardez cette spontanéité. Déjà, le genre de personne avec qui tu es capable d'avoir ce genre de moment-là, c'est des liens, c'est des liens hyper précieux et genre je ressens ce que tu dis déjà parce que aussi il y a le fait qu'on se juge suffisamment nous-mêmes pour ne pas en plus devoir ressentir toute la pression du monde autour de nous. Donc en plus genre si notre entourage est constitué de personnes qui nous font sentir soit un peu ashamed, honteuses de nous-mêmes, de notre personnalité, de nos manières de fonctionner, tout ça, ça va encore moins nous aider. Et en plus, juste, c'est hyper précieux d'avoir des amitiés et des liens dans lesquels tu peux avoir des moments de retour en enfance, tu vois. Moi, je sais qu'avec ma meilleure pote, genre, on passe pas une soirée ensemble sans qu'à un moment, on se regarde dans les yeux et on fasse là, tu danses comme s'il y avait personne autour. Et on devient zinzin. Et c'est génial. Et genre, c'est vraiment le moment où, en fait, actuellement, si dans ma tête, je me convainc qu'il y a que nous dans la salle, il y a que nous dans la salle. Et j'en ai plus rien à foutre. Comme les enfants, en réalité. Genre, ils font des choses, ils ont l'impression que personne ne les regarde. Genre, faites des cache-cache. Genre, premier degré, c'est un truc que je fais encore avec mes potes. C'est trop bien. Genre, on est genre dans une maison où je ne sais quoi, on est en mode, ok, on a 10 minutes, tu comptes jusqu'à genre 30 et vas-y, et on se cache, au bout d'un moment, c'est pas parce que c'est des enfants qu'ils ont tort, c'est juste qu'ils ont une manière de voir le monde qui est différente de la nôtre, et ayons confiance aux enfants et suivons leur... En fait, pas suivons-les, mais suivons qui on a pu être. Je sais pas, il y a des gens où ça fait depuis qu'ils sont tout petits qu'ils font de la danse, et à chaque fois qu'ils dansent à nouveau, tu vois, ils ont l'impression de revenir à leur premier cours de danse classique où t'as tes chaussons qui te font mal aux pieds, et t'es genre, ok, là, on va kiffer. Donc... voilà, bref. Je suis totalement d'accord. C'est trop bien. Essayons de tous faire ressortir notre inner child. Ce serait super. Comme ça, le monde sera un peu plus beau et peut-être que Donald Trump haïra moins les femmes. J'y crois. Moyen. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Mais écoutez, ce fut un plaisir d'être autour de vous, les filles. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt